Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité à la TFM. Avec nous ce soir, le professeur Ngoudambouk. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enseignant-chercheur et proche du parti présidentiel, le PASTEF. Avec nous également, Maître Amadou Alikane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous reçoit dans ce contexte d'emballement de la machine judiciaire. Plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur les fonds Force Covid-19. Maître Amadou Alikane, vous avez passé presque la journée à la DIC. Vous avez un client, en l'occurrence Tanguyan. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Bon, je pense que ce n'est pas violer le secret de l'enquête en disant qu'il fait l'objet de poursuites dans le cadre, donc, comme vous l'avez dit, des fonds dits de force Covid, ou je ne sais pas, de la force Covid. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il est artiste, journaliste. Il était membre aussi de l'OMART, c'est-à-dire l'organisation des musiciens et artistes du Sénégal. Et il n'est pas ordonnateur, il n'est pas comptable. C'est le ministère de la Culture qui avait estimé en son temps que, compte tenu de la nouveauté de la question de la Covid, qu'il fallait sensibiliser les populations. Et que dans ce cadre, il fallait s'appuyer sur les artistes, sur les musiciens, sur les communicateurs traditionnels. Et donc, il a décidé de faire appel à chacun de ces groupes-là. Et c'est lui-même qui a défini le nombre de personnes qui devaient être éligibles, qui a déterminé le volume des fonds qui devaient être alloués. Qui ça, le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture. Oui. Et de la communication. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est dans ces conditions qu'ils se sont retrouvés mêlés à ça. Donc, l'un dans l'autre, bon, moi j'estime qu'ils ne définissent pas la politique de l'État. Ils ne décident pas des dépenses à faire. Ils ne s'occupent pas également du paiement des dépenses. Ils ne sont pas... Je ne vois pas en quoi ils peuvent être coupables dans une histoire de cette nature. Est-ce qu'il a reçu de l'argent public dans ce cadre? Non, ce n'est pas lui qui a reçu, c'est le groupement qui a reçu de l'argent. Le groupement, oui. Et il a amené tous les justificatifs. Il a produit 567 justificatifs. Prouvant que chaque membre a reçu à signer. Donc lui, il n'a pas de problème de justificatif? Non, justement, nonobstant cela. Il est retenu, il va faire l'objet de poursuite, d'une instruction. Donc aujourd'hui, il est en retour de parquet, tout comme votre collègue Abdoulaziz Mbaye. Tout à fait. Et écoute, demain, ils feront face au juge d'instruction. Que vous inspire quand même cet enchaînement 5 ans après? Moi, j'estime que personne ne peut contester la nécessité de la reddition des comptes. 1000 milliards, c'est quand même une somme colossale. Surtout dans un pays pauvre comme le Sénégal. Donc, on ne peut pas fermer les yeux sur l'utilisation d'un pactole aussi important. Donc, s'il y a eu, on va dire, des actes délictueux qui ont été commis, une manipulation, on va dire, frauduleuse de l'argent public, il est normal que les auteurs répondent de ces manipulations. Maintenant, la question est de savoir, écoute, qui il faut poursuivre, qui il ne faut pas poursuivre. Vous savez, et je passe sous le contrôle d'un professeur. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Absolument. Le procureur décide. Ce n'est pas parce qu'il y a une violation à la loi qu'on doit poursuivre immédiatement. Il voit un peu si c'est opportun, si ce n'est pas opportun. Donc ça, c'est l'intérêt de la justice. Moi, ici, aujourd'hui, se retrouver à poursuivre 50, 100, 150, 200 personnes, franchement, ça fait des ordres. Ça fait des ordres. Il y a des décideurs. Il y a des comptables. Il faut d'abord leur poser la question. Mais des bénéficiaires, malgré eux, qui ne se sont pas choisis, qu'on a choisis, vous recevez une somme de 105 000 francs. Tania, par exemple, donne son frère, 73 000 francs. 73 000? Oui, personnellement, à titre personnel. Il a reçu combien? 73 000. 73 000 francs CFA. CFA. Pas millions, hein? Non, 73 000. On divise le montant reçu par 567
artistes, musiciens et tout ça qui étaient concernés. Oui. Chacun a 105 000 francs. Oui. Les 105 000, vous enlevez la cotisation de l'organisation. Finalement, vous vous retrouvez avec vraiment, on va dire, du véchit. Il ne faut pas pousser des gens pour du véchit quand même. Il faut être sérieux. Oui. Professeur Ngouda Mboup, votre parti, le PASTEF, a toujours demandé, en tout cas, le déclenchement de ces enquêtes, donc suite à la publication de ce rapport 2020-2021 relatif au fonds Force Covid. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Qu'il était temps que les choses démarrent? Oui, juste dire que bon, ce n'est pas le PASTEF qui déclenche les poursuites. Oui. Moi, je pense que bon. Avait toujours demandé, j'ai dit. Hein, Oui, j'ai pas dit que le PASTEF a déclenché. Ça, en fait, oui. Bon, tous les Sénégalais. Quand vous étiez à l'opposition, vous avez demandé le déclenchement des enquêtes. Mais bien sûr, oui. parce que bon, ça c'était donc pendant voilà la période Covid. Tout à fait. Où les Sénégalais avaient demandé à ce que la lumière soit faite sur par ce rapport rapport. à ce qui s'était passé. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que bon, voilà. Quand la justice suit son cours normal, bon, nous suivons en tant que citoyens, en tant que spécialistes, et aussi donc dans le strict respect aussi des droits fondamentaux. Je pense que ça c'est important de le rappeler. Et pour dire clairement que donc voilà, nous visons aussi l'exemplarité de l'État. Et je pense que depuis que le pouvoir a été donc conquis par le PASTEF, tout le monde a senti qu'il n'y avait pas d'ingérence en tout cas dans le fonctionnement de la justice. Maintenant, comme l'a dit Maître tout à l'heure, je pense que donc la justice elle est assez organisée et que je pense que donc si la justice doit faire son travail, il ne doit pas y avoir d'obstruction, mais au-delà de ça aussi qu'on demande juste à ce que la lumière soit faite et que les Sénégalais soient édifiés par rapport à ce qui s'était passé. D'ailleurs, c'est ce que les Sénégalais demandaient, parce qu'en vérité, il y a aussi un autre rapport qui est venu aujourd'hui, donc s'y ajouter et s'y greffer par rapport donc à la gestion des deniers publics. Oui. Et donc la rupture que nous prenons d'ailleurs, c'est cela, ça veut dire tout simplement que tout ce qui est donc en réalité écrit comme prescription, ça soit respecté à la lettre. Que notre État, notre société puisse fonctionner comme une maison de verre, mais que aussi donc qu'il y ait l'exemplarité dans la démarche. Et il n'est pas dit que bon là, toute personne qui est détenue ou bien qui est poursuivie même doit être considérée comme coupable. Voilà, comme coupable. Oui. Le principe de la présomption d'innocence est garanti par Absolument. la Constitution du Sénégal. Absolument. Ce que je peux dire par là, c'est que donc nous suivons le cours de la justice et nous sommes en train donc voilà d'analyser, n'est-ce pas, et de regarder donc de détailler et puis voilà de documenter ces faits-là. Sans entrave ni pression aucune. Non du tout, je ne le pense pas, parce qu'en vérité il ne peut pas y avoir de pression. Je pense que Monsieur le Premier ministre l'a dit et je pense que le président de la République l'a dit. Maintenant, donc la justice aussi c'est un pouvoir de la société. J'ai l'habitude de le dire, elle n'est pas un pouvoir de l'État. Donc la société, donc elle se pose des questions par rapport à un certain nombre de faits, par rapport à un certain nombre donc d'actes. Et de ce fait, donc, il est bon de temps en temps que la justice, donc, qui est donc gouvernée par ce que l'on appelle donc un tiers impartial des personnes, donc qui sont là et qui, pour moi, donc voilà, sont dotés de toutes les prérogatives, de la plénitude, n'est-ce pas, des compétences pour pouvoir, n'est-ce pas, en fait, vers le travail dans toute célérité et dans la tranquillité. Oui, ces événements se déroulent, Maître Amadou Ali Kane, dans la foulée de la demande de célérité, comme il vient de le rappeler, une demande formulée par le Premier ministre hier devant le Parlement. Le président de la République lui-même a rappelé la pression légitime du peuple sur la justice. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, je voudrais d'abord faire une précision très importante, que je ne suis pas là en qualité d'avocat, ni de transcendant ou simplement d'avocat tout court. Je suis là en tant que juriste, en tant que militant des droits de l'homme, en tant aussi qu'acteur politique. Parce que je suis acteur politique. Acteur politique opposant? Moi, je suis plutôt centriste. Ok. Je suis centriste. Vous n'êtes pas opposant, vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes non, au milieu. je suis du milieu. Ok. Je suis un acteur du milieu. D'accord. Du juste milieu. D'accord. Voilà, parce que j'estime que quand ils font du bien, il faut le dire. Tout à fait. S'ils font du mauvais, il faut le dire. L'opposition aussi, ils font de bonnes choses, il faut le dire. S'ils font de mauvaises choses, il faut le dire. Ouais. Donc, pour en revenir à votre question, vous savez, nous, les Halpulaar, on dit une chose. On dit que si vous désignez un imam, vous dites à un imam, dirigez-nous. Il ne vous appartient pas de dire à l'imam, après la Fatiha, je souhaiterais que vous appelez Ayatul Kursi ou bien que vous appelez
Oui. L'ikhlas. Oui. Vous mettez derrière le livre, vous suivez. Oui. Je crois que la justice aussi devrait fonctionner comme ça. Oui. Vous savez. C'est-à-dire, où est-ce que vous voulez en venir exactement? Ce que je veux dire, c'est que la justice ne peut pas être rapide, comme le pense l'homme de la rue. Oui. La célérité demandée par le Premier ministre, vous faites allusion à cela? Moi, je fais abstraction des personnes. Oui, mais c'est un élément qui est dans l'actualité. Ouais, vous avez posé une question, moi je réponds de manière globale. Allez-y. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse orientée vers le Premier ministre, oui. Mais c'est une réponse orientée par rapport au fonctionnement de la justice. Mais on peut être précis aussi dans les réponses. Hein, quand même. Je suis très précis. Allez-y. Je vous ai dit que pour moi, la justice, c'est des règles de fond, c'est des règles de forme. Oui. Donc c'est des procédures. Donc vous ne pouvez pas faire abstraction. Les gens ont des droits. Ils ont des possibilités de faire des recours. Voyez-vous. Donc c'est dire que c'est très difficile d'aller très vite quand on parle de justice. Ce n'est pas une course. Ça ne peut pas l'être. Parce que ce n'est pas organisé comme ça. Oui. Donc cela dit, je pense aussi que quand vous êtes chef de gouvernement, certainement vous avez des objectifs politiques. Dans le cadre de vos objectifs politiques ou de vos orientations politiques, vous pouvez exprimer vos desiderata. Oui. Certainement, c'est ce que le Premier ministre a fait. Mais il faut maintenant, comme j'ai dit, dans tout ça, il faut un équilibre. C'est-à-dire que il y a la politique pénale, oui. Mais il y a aussi ceux qui exécutent la politique pénale. Ceux qui décident de la politique pénale ne sont pas soumis, eux, à des règles. Pour vous, donc, il faut faire la part des choses. Hein. Quand il faut faire la part des choses. Encore une fois, dit que désormais la politique pénale, c'est zéro tolérance. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Ceux qui maintenant exécutent la politique pénale, eux, ils sont soumis à des règles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, professeur? Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est-à-dire que le Premier ministre, en parlant aussi, a utilisé un langage du droit. Quand on parle de la célérité des procédures, c'est parce que tout simplement nous sommes au cœur de la justice. Parce que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, c'est un principe fondamental du droit. Le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ça participe à la célérité des procédures. C'est-à-dire quand on parle, n'est-ce pas, en fait, de célérité, c'est par rapport aux procédures. Et tout le monde sait que donc voilà, les procédures sont faites pour les honnêtes gens. Et la plupart du temps, on dit que les règles de fond peuvent même donc concerner les forbans. Autre chose, c'est qu'en vérité, pour moi, la justice ne doit être, n'est-ce pas, ni rapide ni lente. C'est un équilibrisme compliqué qu'il faut viser. C'est-à-dire, depuis 1953, dans un article daté, Hans Kelsen, l'un des juristes les plus connus, disait qu'est-ce que la justice? Et il répondait en disant que c'est l'éternelle question de l'humanité. Oui. Et d'ailleurs, cet équilibre-là, c'est un idéal. C'est pourquoi d'ailleurs la balance et le glaive sont là pour symboliser cela. Si la justice, elle est lente, en vérité, les citoyens vont en pâtir. Parce qu'il y a certains qui sont dans les prisons qui attendent. Le Premier ministre l'a dit. Oui. Parce que tout simplement, on sait que aussi les magistrats ont des problèmes de personnel, etc. pour pouvoir traiter certains dossiers. Il y a des juges d'instruction aujourd'hui qui travaillent même la nuit, etc. Oui. Si maintenant la justice est, n'est-ce pas, rapide, elle peut être expéditive. Et là aussi, ça peut déteindre sur les droits fondamentaux. Oui. Et maintenant, donc, en tant que maintenant, donc, des autorités légitimes aussi, le Premier ministre a le droit, et ça, quand même, dans les autorités légitimes, de dire carrément, donc voilà, voici l'orientation de la politique pénale. Maintenant, les magistrats sont dans un cadre bien précis et qu'il leur revient quand même donc de le respecter. L'exécution de la politique pénale. Non, l'exécution de la politique pénale, en réalité, donc voilà, forcément, les magistrats doivent donc la suivre, les grandes orientations, mais sans pour autant quand même donc que ça déteigne sur donc le cadre légal, parce que le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Tout à fait. C'est ça que disent les textes. Absolument. Maintenant, l'autorité de la loi aussi suppose tout simplement un principe. Parce que n'oublions pas que le parquet, par exemple, est soumis au principe hiérarchique. Et c'est à ce niveau, d'ailleurs, au Sénégal, que des réformes ont été donc demandées par rapport au fonctionnement de la justice par l'UMS et d'autres structures. Par exemple, dans notre système aussi, aujourd'hui, il y a toujours des instructions qui sont possibles, qu'elles soient générales ou individuelles. Ailleurs, ils ont changé. Peut-être que les assises de la justice, n'est-ce pas, faisaient l'objet de tout cela. Et je pense qu'il y a des réformes qui se profilent à l'horizon et qui peuvent permettre toujours donc voilà de protéger l'indépendance de la justice. Mais en tout état de cause, pour cette question-là, je pense que c'est à la fois lié, mais dans des cadres qui se situent
dans notre système normatif qui permet à chaque autorité de pouvoir agir dans son domaine de compétences sans pour autant, en réalité, donc marcher sur donc, les compétences de l'autre. Alors, on va essayer de revenir sur ce rapport parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maître Amadou Ali Kane, petit rappel, pour amortir le choc de la pandémie et soutenir les ménages et les entreprises, le Sénégal avait conçu un plan de résilience de l'économie nationale de 1000 milliards. La Cour des comptes a donc produit un rapport à tout le moins exhaustif sur l'utilisation de cet argent en pointant d'innombrables défaillances et irrégularités. Est-ce que quand même la prison peut-elle être évitable quand on relie encore une fois la kyrielle de fautes de gestion et d'infractions pénales dans ce rapport? Bon, écoutez, je pense qu'il y a des actes qui peuvent être qualifiés de délits. Oui. Et donc, peuvent faire l'objet de poursuites et de répression. Oui. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, qu'il faut faire la part des choses. Vous savez, cet argent, il y avait des gens qui avaient la possibilité de le sortir. C'est pas tout le monde. Oui. Notamment les ordonnateurs. Les ordonnateurs. Les ordonnateurs. Oui. Et aussi les comptables, ceux qui faisaient les paiements. Oui. Voyez-vous. Oui. Bon, je sais qu'un des problèmes, c'est par exemple des paiements qui ont été faits, on va dire, en espèces. Oui. Ça, c'est problématique. Alors qu'en général, il faut un moyen de paiement qui laisse une trace. Par exemple, un chèque. Oui. Mais aussi, on est dans un contexte où, si vous avez plusieurs prestataires, est-ce que vous pouvez les regrouper dans un contexte de Covid? Alors que vous-même, vous demandez, vous appelez à la distanciation sociale. Franchement, on peut trouver des excuses après ce rapport accablant? Moi, je ne cherche pas à trouver des excuses. Je veux que justice soit faite et qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Parce que, écoutez, c'est 1000 milliards, c'est l'argent public, c'est une grosse somme. Oui. Elle était sortie, on l'avait programmée dans un objectif déterminé. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Ou est-ce que cet argent a servi à enrichir des gens? S'il a servi à enrichir des gens, il faut que ces gens répondent. Parce que ce n'était pas ça la destination de l'argent public. L'argent public, c'est pour servir l'intérêt général. Ce n'est pas pour aller dans les poches de particuliers. À titre d'exemple, vous parlez de ces retraits en espèces plutôt. En 2020, le DAGE du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a procédé à des retraits en espèces au niveau des comptes de dépôt pour un montant de près de 400 millions, alors qu'aucune caisse d'avance n'a été instillée. Oui, je sais que j'ai discuté avec quelques-unes des personnes qui sont concernées, et l'une des personnes m'a dit, écoutez, vous savez, moi, je décide de la dépense. Je ne fais pas le paiement. Donc, je donne qu'on paye. Mais c'est un autre qui s'occupe des paiements, qui décaisse l'argent. Et souvent, les personnes qu'on doit payer, il y en a qui n'ont même pas de compte bancaire. Donc, on ne peut pas faire un chèque à quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire. Voyez-vous. Donc, on va dire qu'il y a une diversité de situations. Maintenant, je ne vais pas aller dans le détail parce que je ne sais pas comment ça s'est passé dans les détails. Mais retenons comme principe de base que cet argent-là, la Cour des comptes a dit que son utilisation a parfois été frauduleuse. Absolument. Par conséquent, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que la justice se saisisse de cette question. Mais ce que je demande encore une fois, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un système où tout le monde est poursuivi. Mais si tout le monde est fautif, comment? Mais tout le monde peut être fautif. Ah bon? Vous êtes au vu du rapport, hein, je parle. Enfin, tout le monde, en tout cas, le monde dans ce rapport-là. Au vu du rapport, du fonctionnement de l'État, des règles de maniement de l'argent public, tout le monde peut être fautif. Tout le monde n'est pas ordonnateur, tout le monde n'est pas comptable. Voyez-vous. Vous êtes musicien. Ou bien vous êtes artiste. Vous êtes communicateur traditionnel. L'État estime qu'on a besoin de vous pour la sensibilisation, pour parler au public. Et dans ce cadre, vous donne l'argent. C'est l'État qui a décidé souverainement. C'est lui qui a fixé ce qu'on doit vous donner. Qui vous l'a donné?
Mais quelle est votre responsabilité dans cette affaire? Voilà la question. Voilà, maintenant, si des actes ont été accomplis qui ne vont pas dans le sens de la résilience pour laquelle l'argent a été sorti. Donc là, il y a détournement d'objectifs. Si l'argent est dans des poches, là également, il y a détournement de deniers publics. Donc à ce moment-là, il faut saisir. En tout cas, voilà comment il faut serrer les cas. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on soit en face d'un bâton aveugle qui tape toute personne qui a été mêlée directement ou indirectement à cette histoire. En tout cas, vous parlez de détournement d'objectifs, mais la Cour, la Cour parle également du recours à des entreprises n'ayant aucune expérience dans le domaine qui pourrait engendrer des risques de favoritisme préjudiciables à l'État. Ça, c'est des éléments aussi que l'on peut trouver dans ce rapport. Plusieurs DAGE ont été cités, certains même arrêtés. Est-ce que l'arrestation ou en tout cas la citation de ces DAGE peut impliquer leur ministre? Et bien sûr, parce qu'en fait, je donne une information. Vous savez, avec la coalition Yewwi Askan Wi lors de la 14e législature, je pense que une résolution de mise en accusation contre presque 9 ministres ou 11 a été déposée à l'Assemblée nationale. Le justificatif, le motif qui avait été donné pour rejeter la résolution déposée, c'était que en fait, en vérité, il n'y avait pas de code de conduite à l'Assemblée nationale. C'était ça, parce que Yewwi Askan Wi avait fait 171 quasiment d'initiatives. J'en sais quelque chose. Et donc, du coup, cela prouve que en vérité, il y avait déjà un début de commencement par rapport à ça, parce que la Cour désigne certains ministres, comme le dit Chérif, et je pense que je vous prends au mot. Vous avez parlé quand même de faute de gestion et d'infraction pénale. Et tout le monde sait que pour les fautes de gestion, c'est devant la Cour des comptes, notamment devant la Chambre de discipline financière. La Cour parle de plusieurs ministres. Non, il y a un ministre qui a été cité dans le rapport nommément, et il s'agit de Moustapha Diop. Très bien, mais attention. Quand la Cour parle, par exemple, je ne parle pas du ministère, je parle de ministre. Je parle moi-même parce que le ministère est dirigé par un ministre. Oui, j'entends bien, mais si on se rapporte au non. Moi, ce rapport-là, je l'ai tellement exploité. Moi aussi. Je vous dis, en fait, vous, ce que vous dites, c'est que quand vous dites que la Cour fait une recommandation pour dire que pour tel ministre, il faut ouvrir une information judiciaire par rapport à ça. Ça, c'est important. C'est le seul ministre qui a été nommé par rapport aux recommandations. Si vous prenez, par exemple, les recommandations de la Cour, mais forcément, donc, il y a une implication dans la chaîne de responsabilité des ministres concernés. Parce qu'en vérité, le circuit de la dépense obéit à des règles. Et dans ces règles maintenant, il y a une chaîne de responsabilité. On ne peut pas parler des DAGE sans pour autant parler des ministres. Si la coalition Yewwi Askan Wi, par exemple, à l'Assemblée nationale, avait pris, n'est-ce pas, et fait le choix, n'est-ce pas, donc d'initier une résolution de mise en accusation contre presque 11 ministres, c'est parce que ces ministres-là étaient considérés comme des fautifs en réalité. Au-delà de ça, la Cour parle de surfacturation par rapport à certains ministères. Et l'affaire avait défrayé la chronique. On peut parler du ministère, par exemple. Concernant l'achat du riz. Mais du riz, presque de plus de 2 milliards et quelques. Absolument. Et toutes ces questions-là, maintenant, donc voilà, ce ne sont pas seulement les DAGE. C'est pourquoi je dis que donc voilà, c'est toute une chaîne aujourd'hui, et avec sérénité, la justice fait ce travail, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, dire que les ministres n'ont pas leur responsabilité engagée dans cette chaîne de responsabilité. Mais personne n'a dit ça ici. Oui, au-delà de ça, moi ce que je suis en train de dire, c'est que en vérité aussi, il faudrait savoir que cette question-là a été débattue au Sénégal pendant longtemps, et que si des députés, des parlementaires avaient jugé nécessaire même d'engager la responsabilité des ministres, cela suppose tout simplement qu'en réalité, donc, il y a des choses qu'on leur reproche. Et autre chose, c'est-à-dire que quand on regarde dans la chaîne de responsabilité, avant d'arriver au DAGE, la Cour parle aux ministres dans leur pouvoir de contrôle, de suivi et même de gestion. Quand il dit que tel ministère a fait telle chose, mais c'est le ministre qui est désigné. Et dans tel ministère, il y a des surfacturations, ça veut dire que le ministre aussi a... Parce qu'en droit, donc pénal, on peut parler de maladresse, mais on peut parler même aussi de négligence. Même la négligence aussi, donc elle peut être sanctionnée. Alors, et toutes ces questions-là, aujourd'hui, pour moi, donc sont en train d'être étudiées par la justice sénégalaise. Mais ce que je peux dire par là, c'est que
on en arrive à savoir que la gestion de ces fonds n'a pas été orthodoxe. Oui. Ça, tout le monde le reconnaît. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, déjà, maintenant, c'est là. Ouais. Maintenant, pour l'exemplarité, comme on dit, comme on veut atteindre l'état exemplaire, et je pense que la justice fait son travail. Maintenant, donc, voilà, je pense qu'il y a des procédures qui obéissent donc à des règles bien précises, et par rapport à chaque acteur. Donc voilà, la justice suit son cours et on verra. La justice suit son cours. Sur la responsabilité des ministres, à préciser quand même au plan organique, les entités concernées par l'audit sont à titre principal les ministères des Finances et du Budget et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. À titre accessoire, maintenant, les autres départements ministériels choisis en fonction de l'importance des ressources reçues du fonds Covid et de leur implication dans la mise en œuvre du programme. Ça, c'est vraiment les entités concernées par le. Non, c'est normal parce que c'est le ministère des Finances qui coordonnait et le ministère de la Santé. Je termine au plan matériel parce qu'il y a aussi cette partie. L'audit porte sur les ressources prévues par le programme ainsi que les dons en numéraire reçus par les structures publiques impliquées dans la lutte contre la pandémie, les dépenses exécutées par les administrations publiques, les fautes d'undage pas impliquées. Donc, les ministres. C'est ce que dit professeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, vous savez, moi j'estime que le rapport de la Cour des comptes, même s'il a été bien fait, à mon avis, il n'est pas suffisant pour servir de base factuelle ou en tout cas de motif factuel pour inculper quelqu'un. Ah bon? Ah oui, il faut reprendre l'enquête. Franchement, avec les 180 pages avec les 180 pages, il donne des indications. Oui. Il jette une lumière. Oui. Mais il faut encore aller... Mais c'est documenté. Je sais, j'ai vu le rapport. Oui. J'ai vu le rapport, je vous dis, à l'occasion du procès qui avait opposé Mme Aminata Touré à Mansour Faye et qui portait sur cette question. Absolument. À l'époque, n'est-ce pas? Donc je sais que c'est un rapport qui est très documenté, comme tous les rapports de la Cour des comptes d'ailleurs. Tout à fait. Mais néanmoins, ce n'est pas un rapport, à mon avis, suffisant pour tout de suite dire que tel a détourné, tel a fait cela. Il faut pousser encore l'enquête. Surtout que c'est des juges d'instruction qui sont saisis. Même si la Cour demande l'information, l'ouverture d'une information judiciaire. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai un problème avec le mode de poursuite. Ah bon? Ah oui, je pense qu'on ne peut pas se réveiller pour faire des poursuites contre personne dénommée. Il faut d'abord commencer par des enquêtes préliminaires pour préciser vraiment avec... Mais c'est le cas, ils sont convoqués à la DIC, non Les gens sont convoqués à la DIC, mais par exemple, moi, les personnes que j'ai vues avaient été entendues il y a 1 an. Croyez-vous qu'on avait été classées? Aujourd'hui, on les a rappelés. Et pour qu'est-ce qui explique on a demandé votre conduite. D'amener les justificatifs, sinon on conduit. La personne pour les justificatifs, maintenant on me dit, bon, bien que vous ayez amené les justificatifs, on vous conduit quand même. Et qu'est-ce qu'elle explique selon vous? Selon moi moi, je pense que dans cette affaire, il y a peut-être, on va dire, l'influence de la rue sénégalaise. Je pense qu'il y a une volonté d'aller dans le sens de l'opinion publique, de plaire à l'opinion publique. Je ne dirais pas qu'il y a du populisme, parce que la justice ne fait pas du populisme, elle n'a pas d'objectif politique, n'est-ce pas? Mais néanmoins, je pense que des arrière-pensées politiques ne sont pas extérieures à ça. Mais attention, je ne veux pas dire par là aussi que j'absous les personnes poursuivies. Mais je vous dis simplement que... Mais vous dénoncez quand même les relents politiques. Non, pas tout à fait. Il y a toujours des relents politiques dans une activité comme ça. Gestion de 1000 milliards, il y a toujours des relents politiques. Même les personnes, dans la façon de gérer, on sait peut-être gérer politiquement. Voyez-vous. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais moi, mon problème, c'est de conduire les choses avec sérénité, de telle sorte que, franchement, tout le monde puisse être convaincu, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur du pays. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on est dans une situation de règlement de compte. Et c'est dans cette impression-là, vous avez cette impression? Non, je n'ai pas cette impression. Moi, j'ai dit depuis toujours, j'ai été favorable, n'est-ce pas, à l'exercice de poursuite dans le cadre de cette affaire. Il se trouve qu'on est dans un contexte, on va dire, où il y a une pression populaire, comme vous venez de le dire.
Oui, et la justice politique. cède à la pression populaire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que les choses vraiment se passent avec sérénité. Je ne pense pas que la justice cède à la pression populaire, voire même de l'exécutif. Non, du tout. Alors, il y a deux choses. Quand le président de la République et le Premier ministre, quand même. Oui, mais ça, ce sont des opinions. Ce sont des opinions. Oui. Il faut les venant de pas n'importe qui. Et c'est là où, donc, moi, je pense que votre question-là, moi, si on me la pose, je réponds. Qu'est-ce qui a amené cela? Je me dis tout simplement manque de célérité, ce que nous disions. Parce que le peuple sénégalais a toujours demandé à ce que justice soit rendue. Parce que n'oublions pas que aussi les citoyens sénégalais ont cotisé, en fait, leur argent. Donc voilà, ils ont donné. Donc, il y a eu des donations volontaires. Il y a eu des donations et autres. Donc voilà, ça c'est de montant de 19 milliards de francs CFA. Et c'est cet équivalent d'ailleurs que la Cour a dit qui a été détourné, presque 20 milliards. C'est-à-dire que on peut même dire que c'est ce qui a été cotisé par les Sénégalais qui a été donc dilapidé. Mais au-delà de ça, je dis que tout simplement, le mot célérité revient. Parce que si on avait fait ce qu'on devait faire par rapport à ça, et Maître l'a dit, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas, peut-être, ça peut arriver, des dégâts collatéraux par rapport à ça. Si, par exemple, les délais ont été respectés, les procédures, n'oubliez pas que, en fait, il y avait une forte pression de la part du peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui avait... Je vous ai dit que la justice est un pouvoir de la société. Ça aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, c'est là où la célérité, elle est importante. Parce qu'elle peut jouer en défaveur des justiciables. Parce qu'aujourd'hui, Maître le dit, c'est un problème de sécurité juridique qui peut se poser. Vous êtes là, une procédure vous concerne, vous pensez que c'est terminé, on peut revenir sur cette procédure parce qu'elle n'a pas été vidée. Alors, très rapidement... Pourquoi elle n'a pas été vidée? Parce que là, parce que là aussi c'était politique, parce qu'il y avait un pouvoir qui était là. Et ce pouvoir n'a pas voulu instruire ces dossiers. C'était politique hier, c'est politique aujourd'hui. Non, c'est pas politique. Moi, ce que je dis, c'est quoi? Aujourd'hui, la justice démontre et montre l'exemplarité. Très bien. La preuve, vous dites qu'il y a une grogne. On dit qu'il y a la clameur populaire. Mais pourtant, la justice, n'est-ce pas, fait des procédures selon son rythme et tout le monde l'accepte. Et ça, au moins, ça montre que quand même, donc, il y a donc le règne de l'exemplarité et dans la justice. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pour être précis, vous avez parlé des 20 milliards et ces 20 milliards sont liés à des dépenses sans aucun lien avec la Covid. C'est ce que dit la Cour. Ça n'a rien à voir avec les donations volontaires qui s'élèvent à 19 milliards de francs CFA. Moi, ce que j'ai dit. Et là-bas, il y a eu un manquement de 2 et quelques milliards. Moi, j'ai dit juste que j'ai fait le lien juste en disant que ce qu'on a cotisé, c'est quasiment ce qui a été. Donc, comme on a eu un rapport clair, soyons précis dans les mots. Mais on peut interpréter aussi. Très rapidement, oui, bien sûr. Alors, très rapidement, la plupart de ces dossiers, professeur Ngoudombo, vont atterrir au PJF avec 27 magistrats en première ligne donc dans la lutte contre les crimes économiques pour une pléthore de dossiers. Est-ce que c'est tenable pour ces fonctionnaires selon vous? Pour le moment, dans le même temps, on demande la célérité. Oui, pour le moment, je ne sais pas. Et là aussi, il faudra forcément renforcer le pôle judiciaire financier. C'est important parce que, donc, comme j'ai dit aussi, ce que nous gagnons en intention, on risque de le perdre en extension. C'est-à-dire, tout simplement, aujourd'hui, il faut même revoir la loi parce qu'à partir de 50 000, c'est là-bas. Et moi, je pense que donc... 50 millions. 50 millions, pardon. Donc, c'est là-bas. Et donc, pour moi, il faudrait au moins donc, revoir cela, ce que j'appelle réformer la réforme, pour qu'au moins, donc, qu'on évite l'engorgement des juges. Parce que aussi, on doit leur donner un cadre de travail approprié pour qu'ils ne soient pas submergés pour donc pouvoir traiter aussi les dossiers avec célérité, mais aussi dans le respect des droits fondamentaux. Avec célérité et sérénité. Mais célérité englobe célérité, parce que ça l'englobe et le dépasse. Alors, sur ce point, les 27 magistrats, est-ce qu'ils auront assez de temps pour gérer tout cela? Écoutez, ce n'est même pas un problème de nombre de magistrats. C'est d'abord un problème de champ de compétences. Le champ de compétences du PJF, du pôle judiciaire financier, est énorme. Il est là. Ils ont une compétence nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les questions de migration illégale, irrégulière, qui se passe à Ziguinchor, c'est ici, ça relève de chez eux. Le trafic de drogue international, ça relève de chez eux. Même quand ça a lieu à Matam. Une escroquerie portant sur plus de 50 millions et qui implique plusieurs personnes, ça vient chez eux. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui étaient même déjà entamés par les autres juridictions. Mais à partir du moment où les faits sont intervenus, après l'entrée en vigueur de la loi, les juges ont été obligés d'interrompre et de renvoyer.
il y a des processus qui étaient pratiquement bouclés, qui étaient sur le point d'être bouclés. Oui. Mais les juges ont été obligés d'envoyer de prendre ça des au ordonnances PGF. de dessaisissement, de renvoyer devant... Parce que c'est d'ordre public, la compétence est d'ordre public, c'est ça. Parce que c'est d'ordre public. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est la loi elle-même qu'il faut revoir. Oui. Parce que dans la loi, il est dit que toutes les affaires qui sont nées après l'entrée en vigueur de la loi Oui. relèvent du pôle judiciaire financier. Donc il faut Or, il y réformer a eu un délai beaucoup plus écoulé entre l'entrée en vigueur et l'installation. Oui, oui, oui. Donc du coup, il y a beaucoup de choses, de dossiers que les gens sont obligés de plier et de renvoyer ici. Et ne serait-ce que le dossier des fonds Covid, on dépasse largement les 50 millions. Hein. Déjà. En tout cas pour beaucoup de cas. Donc, pourtant, ce dossier, Oui. il n'est pas traité dans le cadre du PJF. Parce que pour certaines personnes, en Pour droit, certaines personnes. pour certaines personnes, il est traité au niveau du tribunal de grande instance. Très bien. Dernière question, c'est aussi l'actualité, hein, la proposition de résolution visant la mise en accusation de l'ex-président Macky Sall pour haute trahison, notamment dans sa gestion des finances publiques du pays en difficulté au niveau économique. Et cette proposition du parti au pouvoir Guy-Marius Sagna, du député Guy-Marius Sagna, doit d'abord être validée par le bureau de l'Assemblée nationale avant un examen en commission des lois suivi de son éventuel vote en séance plénière. Le député, lui, évoque des faits susceptibles de relever de la haute trahison dans le cadre de l'exercice de ses fonctions présidentielles. Quels sont ces actes commis par le président Macky Sall qui pourraient, selon vous, relever de la haute trahison, Maître Amadou Ali Kane? Moi, j'estime que écoutez, cette résolution, à mon avis, elle est injustifiée. Vous savez, le rapport de la Cour des comptes fait état de dysfonctionnement systémique. C'est un système qui a merdé, s'est planté. Il y a une violation des règles de la comptabilité publique, violation des règles budgétaires. Mais la Cour ne dit pas qu'il y a eu des détournements. Il y a eu une ingéniosité. Le maniement des fonds qui a été organisé. Mais sans que cela ait entraîné jusqu'à, en tout cas selon le rapport, un enrichissement illicite ou bien des détournements. La Cour, le rapport ne le dit pas. Mais clairement, le système a dysfonctionné. Mais ça se passe un peu partout. Et ça s'appelle, c'est des fautes de gestion. C'est une gestion de fait qu'on appelle précisément. C'est des fautes administratives, comme il a dit tout à l'heure, de la chambre disciplinaire de la Cour des comptes. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il y a trois choses que je déconseille fortement à ce pouvoir. La première, c'est de faire des poursuites contre le président Macky Sall. Pourquoi? C'est contre-productif. Pourquoi? C'est contre-productif. Et ça va créer que du bazar pour le pays. Même s'il fait des choses de manière souterraine, comme l'a dit Bassirou Diomaye. C'est-à-dire que c'est le système qui est comme ça. C'est-à-dire que le système, il est organisé autour de l'irresponsabilité pénale du président de la République. Tu ne peux plus pour haute trahison. Et la haute trahison n'est pas définie. La proposition et dans le code pénal, il n'y a pas de texte qui dit que si vous faites une haute trahison, c'est tel et tel acte et vous serez punible de telle et telle peine. Et vous dites que la proposition de résolution est injustifiée? À mon avis. C'est-à-dire que si elle est fondée sur le rapport de la Cour des comptes, le rapport n'incrimine personne. Le dernier, hein, pas le dernier, il n'incrimine personne. Il dit simplement qu'il y a des dysfonctionnements. Vous savez, le rapport a été pris en vertu du code de la budgétaire. Voilà, en vertu du code de la transparence qui dit que dans les 3 ans qui suivent une élection présidentielle, il faut faire la situation des finances publiques et de l'endettement. Ce qui a été fait. Donc, il y a eu des dysfonctionnements. Voyez-vous. Maintenant, on n'a pas dit que ces dysfonctionnements ont profité à des individus. Donc, ils ne sont pas à ce stade susceptibles de qualification pénale. Donc, on ne peut pas se fonder sur ça pour dire que quelqu'un a trahi. Vous savez, je vous ai dit, il y a des cas comme ça en France. Mais la Cour des comptes a refusé même de condamner les personnes pour gestion de fait, en estimant que l'argent est resté dans la caisse de l'État, n'est pas sur la caisse de l'État. Alors, voyez-vous. Donc, ça veut dire que il faut que les gens évitent vraiment de se lancer dans des choses inédites pour suivre un ancien président. Ce n'est jamais arrivé. Il faut qu'ils évitent
de poursuivre des généraux, ce n'est jamais arrivé. Il faut aussi, je le déconseille, de sortir du franc CFA. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Parce que nous sommes une économie importatrice. Le franc CFA, ça fonctionne chez nous. Nous, on le mange pour utiliser une formule populaire. Oui. Mais quand vous voulez acheter des médicaments, quand vous voulez acheter des avions, vous ne payez pas en CFA. Oui. Vous payez même dans si des pour devises certains étrangères. économistes, c'est une relique coloniale. Hein. Bon, Ça, on va pas aller dans cette direction. Allez, on va pas sortir. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut éviter. Oui, très bien. Voilà. Injustifié selon vous. Professeur Ngouda-Mboup, vous me permettez juste de lire ce communiqué du groupe Takouwalou, d'ailleurs, qui vient de tomber. Donc l'opposition, le groupe parlementaire Takouwalou Sénégal s'insurge devant cette énième forfaiture. Je cite donc cet énième fait d'affirmation gratuite formulée par un député de la majorité. Le groupe tient à attirer l'attention de l'opinion publique nationale comme internationale sur cette grave forfaiture qui avilit et rabaisse la démocratie sénégalaise. Alors, professeur Ngouda-Mboup, la proposition de résolution de la mise en accusation de l'ex-président Macky Sall injustifiée selon Maître Amadou Ali Kane, qu'en pensez-vous? À ce stade, je suis pas trop d'accord que c'est injustifié, d'autant plus que donc voilà, la Constitution en cette matière donne des prérogatives aux députés. Il faut aussi que l'on laisse les députés prendre leurs responsabilités. Première chose, ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on peut mettre en accusation un président de la République au Sénégal parce que l'article 101 de la Constitution le prévoit. Oui. Ce n'est pas une disposition périmée ni obsolète. C'est dans notre système normatif. Il faut, n'est-ce pas, on est dans le droit constitutionnel pénal. La deuxième chose, c'est que le rapport qui a été donc établi par la Cour des comptes aussi montre une entreprise funeste de falsification, n'est-ce pas? Voilà, de falsification. Maître a dit quelque chose d'important. Il dit que bon, voilà, peut-être qu'il dit que la Cour n'a pas dit que voilà, ça a bénéficié aux personnes concernées, mais ça a porté préjudice au peuple sénégalais. Il y a une dette cachée. Et cette dette cachée-là, aujourd'hui, donc nous devons la payer. Ce que j'appelle, elle est plus que cachée. Cette dette, elle est odieuse, elle est illégitime. Première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que à la tête, n'est-ce pas, de l'État, il y avait quelqu'un qui s'appelle Macky Sall. Et à un moment donné aussi, il avait supprimé le poste de Premier ministre. Donc lui-même, et je l'avais toujours dit, en disant qu'il s'expose lui-même. Il avait pris ses responsabilités pour faire ça. Et dans la chaîne de responsabilités, c'est lui-même d'ailleurs qui était donc voilà le donneur d'ordre principal parce que c'était le président de la République. Le budget n'est que l'expression chiffrée de la politique, n'est-ce pas, définie par le président de la République. Et que la Cour, ce qu'elle dit, c'est très simple. Il y a en vérité un système, comme il l'a dit, qui était là et qui court-circuitait même le Parlement, l'Assemblée nationale. Des dépenses hors budget qui ne sont pas traçables et qu'on ne parvient pas donc à déterminer. Une dette aussi, donc qu'on manipulait avec des chiffres qu'on a embellissés. Donc pour vous, Macky Sall peut être poursuivi mais pour bien sûr, pourquoi pas? Parce que la Constitution le prévoit. L'article 101 de la Constitution le prévoit. Il ne peut pas y avoir d'impunité au Sénégal. Mais au regard des faits, je sais ce que la Constitution a dit. Au regard des faits, ce sont les députés qui apprécient la notion de haute trahison. Comme il l'a dit, elle n'est pas définie. Dans certains auteurs qui le disent, Maurice Oriou dit que la haute trahison, c'est une trahison contre les institutions. Dans certains pays, rien qu'au Niger, ici, même la prévarication des ressources, n'est-ce pas, peut être constitutif de haute trahison. Donc les députés l'apprécient, on verra. Mais en tout cas, je veux dire qu'il faut rompre avec la culture de l'impunité des dirigeants. Il faut rompre avec cette culture-là. Maintenant, je ne dis pas que bon, voilà, telle personne a fait ou telle personne n'a pas fait, mais les députés ont ce pouvoir, ont cette prérogative parce que la Constitution le leur permet. La Constitution le permet, mais au regard des faits, encore une fois, pour vous, Ngouda-Mboup, Macky Sall doit être poursuivi pour haute trahison. J'ai pas dit, il peut. J'ai pas dit qu'il doit être. Ça, c'est pas à moi de dire qu'il doit ou qu'il ne doit pas, mais il peut l'être et les députés peuvent le faire. Si vous le poursuivez pour haute trahison, la finalité c'est de le condamner. Il n'y a pas de texte dans le code pénal qui dit que la haute trahison est punie par telle et telle peine. Donc pour vous, c'est de la poudre aux yeux, ça? C'est-à-dire que c'est des pipeaux. C'est-à-dire que notre système prévoit la mise en accusation d'un chef d'État pour haute trahison, mais se garde de définir la haute trahison, se garde de préciser les peines applicables à la haute trahison. Donc finalement, notre système rend inapplicable la mise en œuvre de la haute trahison. Même si elle est
prévu par la Constitution. Non, on dit l'article 101. L'article 101. Non, attendez. Pourquoi? Parce que la haute trahison. Parce que la haute cour de justice aussi, c'est les députés qui jugent. Oui. Et ce sont les députés aussi qui vont déterminer aussi les peines. Donc, non, il y a comme le principe de la légalité des infractions et des peines. Oui. Vous ne pouvez pas vous réveiller, ça c'est dans la Constitution même. Oui. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un à une peine qui n'était pas prévue avant que les poursuites aient été engagées. Très bien. C'est ça la question. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Et puis par ailleurs, la Cour de justice fonctionne sur la base d'une loi organique. Oui. Je sais. Cette loi organique dit clairement que c'est sur la base des lois pénales applicables. Mais à ce niveau, les gens, donc voilà, maintenant il reviendra aux députés maintenant, donc voilà, de définir ou bien même donc de préciser les infractions applicables à ce type d'infraction de haute trahison, parce que la haute trahison c'est au cas par cas. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ce qu'il dit, moi je le comprends dans le cadre du principe des délits et des peines applicables, le principe d'égalité, mais pour autant la question maintenant de la responsabilité du président de la République, elle est posée par la Constitution. Et la procédure applicable est posée par la Constitution et donc dans le prolongement d'une loi organique qui définit la procédure applicable. Et cette procédure applicable, elle est là. Elle est légale. On va terminer avec vous. Mais c'est des principes conventionnels, des principes qui relèvent du jus cogens, le principe de la légalité des infractions et des peines. Ça veut dire que le législateur doit avertir avant de frapper. Il va dire telle chose, je l'interdis. Et si vous le faites, je punis ça de telle peine et de telle peine. C'est ça qu'on appelle le principe de la légalité des infractions et des peines. Oui. Et ça n'existe pas en matière de haute trahison. Ce n'est pas dans le code pénal. Il n'y a pas de peines qui sont définies. Oui. Les députés, on peut être député, il ne peut pas se réveiller, décider. Oui, nous créons telle peine. Vous êtes en train de nous dire, en langage béotien, vous êtes en train de nous dire qu'un président de la République ne peut pas être jugé? Tel que le système fonctionne aujourd'hui. Oui. On n'a pas défini. Au Sénégal. On a dit on peut le mettre en accusation pour haute trahison au 3/5e du vote des députés. Donc ça c'est possible. Oui. Mais si vous le mettez en accusation, vous le jugez devant la haute cour, vous lui appliquerez quelle peine? Et dans tous les cas, comment définir la haute trahison? Mais vous pouvez même perdre votre statut d'ancien chef d'État. Les députés donc ont la possibilité de prononcer une telle peine. Cette résolution est injustifiée, on a compris. Ensuite aussi, il y a le problème. Oui. Les faits allégués ne sont pas constitués d'infraction. L'endettement caché, ça n'existe pas, il n'y a pas d'endettement caché. Toute dette est répertoriée au niveau de la Banque centrale. Oui. Amin Lou était gouverneur de la Banque centrale pour le Sénégal. L'actuel secrétaire général du gouvernement. Deuxième chose, le dépassement du ratio de l'endettement à 99,97%. Mais ça concerne les mois. Parce que on va dire que le ratio d'endettement s'applique dans les espaces communautaires. Oui. C'est pour que les économies de la communauté convergent. Mais les États-Unis. Mais ça, ce sont les règles. Les États-Unis. Mais le système communautaire est dans notre système normatif. Il est dans notre système normatif. Mais je veux dire que c'est juste indicatif, c'est pas un plafond. Oui. Voyez-vous. Mais ce sont les règles. Et la raison pour laquelle l'UEMOA n'a pas réagi à ça. Jusque-là, vous n'avez pas entendu l'UEMOA. Non, mais compris. Au-delà de ça, moi je pense que c'est une question de souveraineté. Le Parlement sénégalais est souverain. Il faut aussi revenir à cela. Vous parliez tout à l'heure en disant, écoutez, il y a des lois qui échappent au Conseil constitutionnel, qui entrent en vigueur, et parfois ce sont des lois pénales. Et on les applique. Par rapport au raisonnement que vous avez, donc il est très joli, maître, mais il y a des lois qui échappent même au Conseil constitutionnel, dont la constitutionnalité est douteuse. Comment ça? Voter et ne pas être donc attaqué devant le Conseil constitutionnel, et dont la constitutionnalité est douteuse, qui sont dans notre ordonnancement juridique, mais qu'on applique. Il ne suffit pas de dire que la haute trahison est simplement posée, qu'elle n'est pas définie, qu'elle ne peut pas s'appliquer. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Parce qu'en vérité, il ne faut pas en faire une vague pétition de principe. C'est dans le système normatif sénégalais et on peut l'appliquer à un chef d'État en exercice. On peut l'appliquer à un chef d'État en exercice comme à un ancien chef d'État. Et donc, dans ce cas de figure, ce sont les députés devant la haute cour de justice qui déterminent la peine applicable à un ancien chef d'État. Je vais envoyer au professeur une juge dans la Cour des comptes en France pour vous montrer que ce qu'on reproche, d'abord, ce que la Cour des comptes a pointé comme manquement, comme dysfonctionnement, relève donc de la gestion de fait. Ce n'est pas des infractions pénales. Non, c'est ça. Vous savez, c'est quoi la gestion de fait? Vous parlez de la gestion de fait, c'est le fait pour une personne qui n'est pas habilitée de manier
n'est-ce pas, des fonds, de manier la comptabilité. Je vais vous envoyer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est un type de responsabilité dans le cadre de la haute trahison. Le président de la République étant l'élu de la nation. Le taux d'endettement est de 113%. Vous le savez. Le président de la République étant l'élu de la nation. La France doit respecter un ratio d'endettement parce qu'elle est dans une communauté. Tout à fait. L'Union européenne. Mais nous aussi. Nous, on doit respecter. C'est des principes de convergence. Ce sont les 70%. C'est des règles de convergence. Oui. Qui s'appliquent dans la communauté. Oui. Donc, c'est l'UEMOA qui peut nous faire, c'est l'UEMOA qui nous fait peu de reproches. Oui. Mais en tant que tel, non, l'UEMOA nous a rien dit. Mais est-ce qu'on doit attendre que les l'UEMOA directives communautaires doivent être respectées? Je sais, je ne dis pas le contraire. Oui. Mais je veux dire que ce qui s'est passé n'a pas nui à l'État du Sénégal. C'est la divulgation de ce qui est passé, qui a plutôt nui à l'État du Sénégal, qui a fait en sorte que la note souveraine a dérégulé. Au contraire. Aujourd'hui, au contraire. Vous avez vu que les agences de notation, on a vu le cas de la Grèce. On a vu le cas de la Grèce. Mais ce qui a donc plombé la Grèce, c'était tout simplement en vérité, donc voilà, des chiffres embellis, etc. L'État exemplaire, c'est l'État transparent. C'est ce qu'a fait le Premier ministre. La transparence. N'est-ce pas, disant la vérité aux Sénégalais. Et je pense que l'État exemplaire, c'est de dire la vérité. Il y a eu des conséquences aussi. Mais quelles que soient les conséquences, nous, ce que nous disons, c'est quoi? En réalité, il faut dire la vérité. Mais c'est que tout ça, c'est ce système-là qui a plombé le Sénégal. En disant, oui, on ne doit pas le dire, parce que non, on doit le dire. Parce qu'on doit vérité au peuple. Mais on doit vérité au peuple sénégalais. Aux intérêts fondamentaux de l'État. Quel intérêt? C'est les intérêts d'un petit groupe. C'est les intérêts d'un petit groupe. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas refinancer la dette. Ce sont les intérêts d'un petit groupe qui étaient là, qui disent cela. L'État exemplaire, c'est l'État transparent, qui fonctionne comme une maison de verre. Je donne un exemple. Qui fonctionne comme une maison de verre. Le Premier ministre, le président de la République, chaque jour reçoit des bulletins de renseignement. Est-ce qu'on l'attend, il les sort dans la rue? Ils le font pas. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a inscrit dans la Constitution la transparence dans la gestion des affaires publiques. Oui, c'est pas la même chose. Là, c'est la sûreté de l'État qui est concernée. Mais là, pour le citoyen qui paye l'impôt, pour le citoyen qui travaille niveau d'information, n'est-ce pas? Nous avons le droit de savoir, n'est-ce pas, comment on doit savoir ce qu'il doit savoir. Donc voilà. Maintenant, quelqu'un ne peut pas dilapider, n'est-ce pas, nos ressources. Quelqu'un ne peut pas embellir les ressources. Et que donc on vienne au nouveau gouvernement qu'on dise qu'on est... Non, la Cour n'a pas dit qu'on a dilapidé. La Cour n'a pas dit ça. Pour moi, la Cour n'a pas utilisé le terme dilapidé. Non, mais moi... n'a pas dit qu'on a détourné. La Cour a dit qu'on a pris des libertés par rapport aux règles de la comptabilité publique. Qu'on a pris des libertés par rapport aux règles budgétaires. La Cour est allée beaucoup plus loin que le gouvernement. La Cour a dit également que le ratio d'endettement dépasse ce qui était prévu. Ce que vous dites là, c'est beaucoup plus grave. Parce que ce que vous dites là, parce que la Cour a dit qu'il y a eu, n'est-ce pas, un circuit de la dépense qui ne respectait pas le circuit légal. L'Assemblée nationale étant court-circuitée. Des dépenses qui n'étaient même pas rattachables au budget. Là, la Cour l'a dit. Je vais vous envoyer. Pour toutes ces raisons, Macky Sall doit être poursuivi. Je vous envoie. Je vous envoie. Pour toutes ces raisons-là, Macky Sall n'est pas, n'est-ce pas, en dehors du champ légal et constitutionnel. Macky Sall n'est pas exempt de tout reproche parce que c'est lui. Je vous ai dit que le budget n'est que l'expression chiffrée de la politique définie par le président de la République. Macky Sall, c'est lui-même qui initie le budget. Macky Sall, le devait, n'est-ce pas, initier des lois de finances rectificatives, ne l'a pas fait. Macky Sall, c'est lui-même qui s'est endetté par la signature du Sénégal. Mais ce Macky Sall-là, mais il peut bel et bien demain être convoqué par les députés. On a compris. Merci parce que la Constitution du Sénégal le permet. Merci professeur. Merci beaucoup. C'est inapplicable. On a compris. On ne va pas vous départager ce soir. Merci beaucoup, maître Amadou Ali Kane. Merci beaucoup, professeur Ngouda Mboup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Histoire d'info, la suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.